détail ce que ça implique. Donc, je suis à l'écoute pour écouter vos questions et préoccupations. Très bien, je profite également pour mentionner que la séance de ce soir est enregistrée, à la fois pour préparer le rapport de consultation, mais également pour servir de référence à d'autres personnes qui souhaitent participer à la consultation écrite et aux demandes d'opinion qui suivront par la suite. Donc, on va poursuivre maintenant avec la présentation. Merci, Daniel. Donc, bonsoir tout le monde. Je me permets de vous souhaiter la bienvenue à l'Assemblée publique de consultation là, sur quelques modifications réglementaires qui découlent d'une révision générale là, sur les normes sur le stationnement commercial. Donc, la présentation aura lieu en 6 sujets. D'abord, on va vous faire une mise en contexte là, on va vous rappeler en fait l'objectif de l'activité de ce soir, puis on vous fera une mise en contexte dans quoi s'inscrit la modification réglementaire. Ensuite, on va décortiquer les territoires d'application pour les règlements, puisque, comme Mme Coulombe-Leduc l'a mentionné, il y a plusieurs règlements qui sont traités aujourd'hui. Et ensuite, en 4e et 5e partie, on fera une comparaison entre la réglementation telle qu'elle est actuellement appliquée et les modifications qui sont proposées. Et bien sûr, à la fin, il y aura une période de questions et pour prendre vos commentaires également. Donc, l'objectif de l'activité de ce soir, on est ici pour l'Assemblée publique on est à l'étape, en fait, de l'Assemblée publique de consultation. Ça veut donc dire qu'il y a des projets de règlement qui ont déjà été adoptés et on est ici ce soir pour vous informer, mais aussi pour répondre aux questions et prendre part de vos préoccupations. Ultérieurement, on ira devant les conseils de quartier pour faire des demandes d'opinion et par la suite, les projets de règlement seront adoptés officiellement avec ou sans modification. Donc, si je poursuis avec la mise en contexte, ces modifications-là s'inscrivent dans une réflexion générale à l'échelle de la ville, comme je mentionnais. Il y a principalement 3 règlements qui sont modifiés par nos projets de règlement aujourd'hui. On a le règlement d'harmonisation sur l'urbanisme, qui lui est en vigueur depuis 2009, et le programme particulier d'urbanisme pour la colline parlementaire, ainsi que le règlement de l'arrondissement de la cité de Limoilou sur l'urbanisme, tous deux adoptés depuis 2010. C'est des règlements qui ont entre 12 et 13 et 14 ans d'âge et qui ont été modifiés périodiquement au fil du temps. Les modifications périodiques, bien sûr, avaient pour objectif de s'adapter aux nouvelles réalités et aux nouvelles orientations de la ville qui guident la prise de décision à l'échelle municipale. Notamment parmi les nouveaux outils qui ont été adoptés, il y a la vision d'habitation, la stratégie de développement durable, le plan de mobilité durable, ainsi que plusieurs autres. Mais ces outils-là, en fait, viennent proposer des engagements et des orientations adoptées par la ville et desquelles doivent, la réglementation plutôt doit s'adapter à ces nouvelles orientations là, qui découlent de ces outils-là. Un exemple de ça, c'est la vision de l'habitation qui propose de diriger l'essentiel du développement résidentiel dans les secteurs les mieux desservis par le réseau structurant de transport en commun. Donc, la réglementation doit refléter ça de manière à viser l'atteinte d'une optimisation de l'utilisation du sol dans le secteur centraux, notamment au centre-ville. Il y a 6 projets de règlement qui seront traités aujourd'hui, mais comme on l'a mentionné, ces 6 projets de règlement se rattachent tous à la même réflexion générale sur le stationnement commercial. Donc, pour chacun des règlements, c'est la même logique de modification qui vont s'appliquer. Donc, maintenant, les territoires d'application. Le tableau ici présente une vue d'ensemble des 6 projets de modification qui sont présentés ce soir. C'est des règlements qui ont une portée variée, un territoire d'application et une échelle qui est différente. Ce n'est pas toujours la même instance décisionnelle qui est impliquée. Parfois, c'est le conseil de ville, parfois, c'est le conseil d'arrondissement. Donc, on va pouvoir les voir un par un là, et démêler tout ça dans les prochaines diapositives. Donc, le premier projet de règlement qui est abordé ce soir, c'est le RVQ 3073, qui est en fait un règlement qui vient modifier notre règlement d'urbanisation sur l'urbanisme. Ce règlement-là, lui, s'applique à l'ensemble du territoire de la Ville de Québec. Toutefois, le projet de règlement RVQ 3073 ne concerne que 2 articles spécifiques là, du règlement d'harmonisation sur l'urbanisme. Donc, même si celui-ci s'applique à l'ensemble du territoire de la Ville, évidemment, les modifications vont concerner que les
secteurs de la ville qui ont déjà la disposition particulière dans la grille de spécification. Ces secteurs-là sont principalement le quartier Vieux-Québec et quelques secteurs là, des quartiers comme Saint-Roch et Vanier. Bien sûr, l'objectif de cette modification réglementaire-là, c'est de venir modifier un petit peu l'application de ces articles spécifiques-là. Le deuxième règlement, en fait, est le RVQ 3163 et ce règlement-là est celui qui va venir appliquer les nouveaux ajustements qui découlent de cette réflexion globale-là au règlement sur le PPU de la colline parlementaire. De ce projet de règlement-là devra découler de la concordance au zonage. Donc, les règlements de zonage devront se conformer à ce projet de règlement-là. Et il est à noter que celui-ci est applicable pour le territoire du PPU de la colline parlementaire qu'on peut voir à l'écran sur la tâche en jaune. Lorsque je parlais que les règlements de zonage doivent se conformer à la modification du règlement du PPU, c'est par le biais des deux règlements qui sont présentement à l'écran. Il y a deux instances décisionnelles qui sont impliquées dans ce cas-ci, donc le Conseil de la Ville et le Conseil d'arrondissement. Finalement, nos deux derniers projets de règlement vont concerner des zones qui sont à l'extérieur du territoire du PPU, mais qui ont des caractéristiques similaires et qui sont aussi concernées par les nouvelles orientations de la Ville en matière de stationnement commercial. Donc, c'est la même logique, encore une fois, de modification qui va s'appliquer pour les deux règlements qui sont à l'écran. Donc, on a encore en haut le règlement qui concerne le conseil de la Ville, pardon, et en bas, celui qui concerne le Conseil d'arrondissement. Le territoire d'application, ce sont les zones qui sont identifiées en jaune. Et puisqu'on n'est pas en situation de concordance directe au PPU de la colline parlementaire, ces règlements-là contiendront des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Je vais maintenant céder la parole à ma collègue Marie-Pierre pour la suite de la présentation. Merci. Alors, nous vous présentons maintenant la réglementation actuelle, donc la réglementation qui encadre les normes sur le stationnement commercial et évidemment les normes qui sont en lien avec les propositions de modification qu'on va vous présenter dans la dernière partie de la présentation. Donc, juste avant de débuter, je vous donne quelques informations générales, donc les normes générales qu'on retrouve au règlement de zonage et d'urbanisme. Donc, premièrement, et comme vous voyez à l'écran, tout le territoire de la Ville de Québec est divisé en secteurs que l'on appelle communément des zones dans notre règlement de zonage. Vous voyez là à l'écran les traits en noir qui constituent les limites entre les zones. Ici à l'écran, vous voyez là, un secteur sur la colline parlementaire. Donc, chaque zone est attachée à ce qu'on appelle une grille de spécification. Alors, la grille de spécification, pardon, qu'est-ce que c'est? C'est la grille qui contient l'ensemble des normes qui sont prescrites pour une zone. Donc, par exemple, pour une zone donnée, la grille contient les usages qui sont autorisés dans cette zone. Quand on parle d'usage, on parle d'activité. Donc, activités résidentielles, commerciales, publiques. Donc, on va les retrouver s'ils sont autorisés dans la zone, dans cette grille de spécification. On va retrouver aussi, par exemple, des normes sur le cadre bâti. On peut penser à la hauteur maximale des bâtiments dans une zone. Donc, les futurs bâtiments qui vont s'implanter devront respecter cette hauteur qu'on retrouve, encore une fois, dans cette grille de spécification. Et finalement, évidemment, on a aussi des normes qui sont liées aux aires de stationnement commercial. Évidemment, dans la grille, on retrouve plusieurs autres normes. Je vais vous donner quelques exemples de ce qu'on peut retrouver dans une grille de spécification. Donc, plus spécifiquement et en lien avec l'activité de stationnement commercial, on a d'autres normes dans le règlement de zonage qui sont prescrites. Donc, juste avant de se lancer, qu'est-ce que le stationnement commercial? Donc, en fait, c'est l'activité commerciale qui permet la location de cases à différentes clientèles. Pour être autorisé dans une zone, cette activité doit être inscrite à la grille de spécification de cette zone. On va voir tout à l'heure, il y a deux manières de l'inscrire différemment dans cette grille. Finalement, au règlement, on peut retrouver dans la grille de spécification 4 types de stationnement qu'on peut prescrire. Je vous les présente. Donc, le premier que vous voyez en haut à gauche, un stationnement qu'on appelle de type de surface. Donc, c'est des cases qui sont aménagées là, à l'extérieur tout simplement. On a le deuxième type, on appelle ça le type couvert. Donc, c'est des cases qui sont en dessous d'un toit qui doit être permanent. Troisième type,
des cases qui sont à l'intérieur d'un bâtiment. Donc, c'est le type intérieur. Les cases doivent être entièrement à l'intérieur de 4 murs fermés. Et finalement, le dernier type, souterrain. Donc, finalement, et toujours au niveau de la réglementation actuelle, toujours en lien avec le stationnement commercial. Donc, ici, à l'écran, on a les 2 façons d'autoriser cet usage dans notre grille de spécification. Donc, la première manière, c'est avec l'usage qu'on appelle C30. C'est l'usage qu'on appelle en activité principale. Donc, on parle d'une activité principale d'exploitation d'une aire de stationnement commercial. Ici, quand on a le C30 dans notre grille de spécification, on peut l'avoir comme seul usage, comme seule activité sur un lot. Donc, avec ou sans bâtiment, on peut exercer et faire seulement de la location de cases sur notre terrain. Dernière caractéristique pour le C30, c'est qu'il n'y a aucun nombre maximal de cases prescrit au règlement. Donc, on peut en faire d'une façon illimitée. On peut louer ces cases d'une façon illimitée. Deuxième façon, donc c'est la deuxième colonne que vous voyez à l'écran, c'est on appelle en usage associé avec des articles, et je vous les nomme là une fois, c'est les articles 196.0.1 et l'article 197. Donc, ces articles, en fait, permettent de aussi faire de la location de cases d'une façon commerciale, donc à différentes clientèles, mais il faut que ce soit associé à une autre activité qui est exercée sur le lot. Donc, ça ne peut pas être le seul usage unique sur le lot. Il faut qu'il y ait d'autres activités et ça nécessite aussi, évidemment, l'implantation d'un bâtiment principal qui dessert ces autres usages. Finalement, dernière caractéristique, si on va avec l'usage en article, l'usage associé, donc un nombre maximal de cases qu'on peut faire et qui est prescrit là, par notre règlement de zonage. Juste une petite parenthèse peut-être pour vous spécifier les 2 articles. Donc, il y a 2 numéros d'articles. Le 196.0.1, quand on parle de cet article, on parle des cases qui sont associées à l'usage de l'habitation, tandis que l'autre article, le 197, on parle des cases qui sont associées à tous les autres usages qu'on retrouve sur le territoire, donc commercial, bureau, industriel, etc., sauf l'usage résidentiel. C'est la différence là, entre les 2 articles. Donc, maintenant, je vous rappelle, on vient de voir ce qui s'applique actuellement. Donc, maintenant, on va entrer dans la partie des modifications réglementaires. Donc, les modifications réglementaires, évidemment, qui traduisent les orientations et les objectifs de la Ville en matière de développement durable et de mobilité, comme présenté par mon collègue là, il y a quelques instants. Donc, tout d'abord, première proposition de modification vise les 2 articles que je viens de vous parler là, il y a quelques instants et que l'on retrouve au règlement, on appelle le règlement cadre, le règlement d'harmonisation sur l'urbanisme. Malgré le fait que c'est, comme vous voyez sur la petite carte, là, malgré le fait que ces articles pourraient être autorisés à l'échelle de la Ville, on peut les mettre dans peu importe quelle zone ou secteur de la Ville. Actuellement, et comme on l'a dit aussi un peu là, plus tôt, c'est principalement dans le secteur Vieux-Québec, Cap-Blanc et quelques zones dans les quartiers centraux, Saint-Roch et Vanier, où ces articles sont à la grille de spécification, donc ils sont autorisés. Donc, tout d'abord, vous voyez dans le tableau la première proposition. La première proposition vise à préciser l'intention du partage de cases au règlement. C'est-à-dire qu'on vient spécifier que la même case qui est prescrite et qui doit être aménagée pour qu'on puisse exercer un usage sur un lot peut aussi être louée à titre de stationnement commercial. Je vous donne un exemple. On a un édifice à bureau qui a dans sa zone, à sa grille de spécification, l'article 197. Alors, cet édifice à bureau pourrait décider de louer ces cases qu'il juge excédentaires, par exemple au restaurateur sur le lot d'à côté, qui, lui, trouve qu'il y a un nombre insuffisant de cases pour desservir sa clientèle. Ou encore, il pourrait décider de louer ces cases, par exemple en soirée, lorsque les cases sont inoccupées, à des citoyens lors des opérations de déneigement. Cette façon de faire, en fait, permet vraiment l'optimisation des cases qui sont déjà existantes, des cases projetées, et aussi, évidemment, de l'utilisation du sol. Deuxième proposition, donc, on vient tout simplement retirer la possibilité de doubler le nombre de cases, puisque dorénavant, la même case peut être utilisée
autant pour desservir l'usage dont elle est associée ou elle peut être louée également. Finalement, on vient spécifier la portée des articles simplement pour dire que, évidemment, qu'on fait de la location de cases au niveau commercial, l'usage qui est associé doit avoir un nombre, là, doit être obligé, via le règlement, de fournir un nombre de cases minimal ou maximal. Il y a certains usages, activités dans notre règlement de zonage, comme l'usage parc, où on n'a pas besoin de fournir des cases, fait qu'évidemment, on ne peut pas les louer parce qu'on n'a pas de cases là, au règlement qu'on doit fournir. Donc ici, on a un petit exemple un petit peu plus concret pour juste mieux vous spécifier ce dont je viens de vous parler. Donc, c'est l'exemple d'un bâtiment que vous voyez en gris, de 4 étages. Vous voyez les nombres d'étages à gauche et où plusieurs activités ou usages sont exercés à l'intérieur du bâtiment. Donc, vous voyez avec le H, c'est l'usage habitation. Le C, c'est les commerces et le B pour les bureaux. Donc, ici, on a un bâtiment, évidemment, on retrouve à la grille de spécification l'article 197 et aussi, on a une exigence à la grille de spécification où on dit que les cases, pour être louées, doivent être aménagées d'une façon souterraine. Donc, on a ici les cases que le bâtiment doit fournir pour exercer ses usages. Vous avez en rouge la partie habitation. Donc, on peut faire jusqu'à 150 cases là, pour les logements, mais on l'a mis en rouge parce que je vous rappelle que 197, c'est les cases qui sont associées à tous les usages, sauf le résidentiel. Donc, on ne pourra pas louer ces cases-là pour en faire de la location commerciale, mais il faut quand même les aménager pour nos logements. Alors, ce qu'on peut louer, c'est représenté par le commerce et le bureau. Donc, on a un maximal de 33 cases pour le commerce et pour le bureau, 18 cases, ce qui nous amène à un total de 51 cases qu'on pourra louer pour ce projet. Si, évidemment, les cases sont aménagées d'une façon souterraine, puisque dans la grille de spécification, je vous rappelle qu'on a l'exigence que les cases doivent être aménagées d'une façon souterraine. Vous avez le rectangle vert avec des pointillés, parce qu'évidemment, pour ce projet-là, ce projet doit avoir plus de cases parce qu'il doit quand même fournir ces cases qui sont nécessaires là, pour ces logements, donc jusqu'à 150 cases, plus ces cases qui pourront être destinées pour les commerces, pour les bureaux ou encore pour de la location. Maintenant, on est dans la partie des propositions de modification qui sont en lien avec les règlements de l'arrondissement de la Cité-Limoilou sur l'urbanisme. Donc, en premier lieu, les modifications visent évidemment le territoire du PPU de la colline parlementaire. Donc, vous le voyez avec le petit trait d'union bleu. Donc, c'est tout le secteur de la colline parlementaire. Et comme on l'a dit un petit peu plus tôt aussi, l'analyse s'est étendue à d'autres secteurs. Donc, on parle du quartier Vieux-Québec, Intramuros, secteur Cap-Blanc, et on a aussi la zone de la rue Saint-Jean, Extramuros et l'avenue Cartier, qui ont fait partie de l'analyse. Donc, évidemment, les propositions de modification sont les mêmes pour l'ensemble du secteur à l'étude. À l'écran, vous avez les deux cartes. À gauche, c'est la situation actuelle et les modifications proposées, on reviendra en deuxième partie, donc sont à droite. Tout d'abord, je vais vous expliquer la carte sur la situation actuelle. Donc, vous avez des couleurs. Vous voyez, le jaune et le bleu représentent les zones où on a actuellement autorisé. Donc, c'est ce qu'on peut faire actuellement, c'est ce qui est prescrit au règlement. Donc, on peut faire l'usage C30, donc un usage principal, un usage unique sur le lot dans les zones que vous voyez en jaune et en bleu. La différence, c'est qu'en jaune, l'usage C30 comme usage principal peut être à intérieur, donc il est prescrit à la grille intérieure, donc à l'intérieur d'un bâtiment. Et en bleu, c'est les cases qui doivent être aménagées d'une façon souterraine. Vous avez aussi le violet sur la situation actuelle. Donc ici, on a l'ensemble des zones qui, elles, n'ont pas l'usage principal C30, mais ont l'usage en usage associé. Donc, il faut qu'il y ait un bâtiment sur le lot. Mais le violet veut dire intérieur. Donc, c'est l'usage associé, mais qui est demandé, prescrit à l'intérieur des bâtiments. Et vous avez aussi finalement deux petites zones vertes qui sont situées au Cap-Blanc. Ces deux petites zones contiennent seulement une aire de stationnement et le vert veut dire que c'est l'usage C30, encore une fois, l'usage comme seul usage unique sur le lot, l'usage
en activité principale de surface, donc des cases aménagées de surface qui étaient permis dans le seul endroit sur la carte que vous voyez, donc au cap blanc. Donc maintenant, on va aller dans les modifications proposées. Donc, vous avez en bleu, c'est le même usage que sur la situation actuelle. Donc, c'est les zones où il est proposé de mettre l'usage principal C30, donc d'avoir un usage principal, mais de manière souterraine. Donc, en fait, c'est essentiellement les zones où, en général, on retrouve déjà là, des stationnements qui sont souterrains et où que cette activité est déjà exercée. Par la suite, il y a les zones en violet. Ce n'est pas le même violet que dans la situation actuelle. C'est toujours l'usage associé. Donc, on a besoin d'implanter un bâtiment sur le lot et après, on peut faire de louer nos cases d'une façon commerciale, mais ici, on exige souterrain. Tandis que dans la situation actuelle, le violet est un petit peu plus pâle, c'est intérieur. Donc, maintenant, c'est l'exigence est de le faire d'une façon souterraine. Vous voyez qu'il y a quelques autres qui ont été retirés aussi. Les zones qui étaient à dominante un petit peu plus industrielle ou publique ont été retirées là, de la possibilité de faire la location de cases commerciales. En fait, on a priorisé les axes structurants, les axes importants pour permettre cette location de cases. Finalement, vous voyez encore les deux rectangles verts là, au cap blanc. En fait, ici, la proposition, c'est statu quo, puisque c'est des zones qui sont seulement pour l'aire de stationnement extérieur et c'est des cases là, qui sont bien appréciées des citoyens du cap blanc. Il est proposé de faire un statu quo pour ces deux aires de stationnement. Donc, en résumé, qu'est-ce qu'on peut retenir de la révision générale des normes de stationnement? Donc, on parle ici d'optimiser des cases et consolider le milieu bâti. C'est des orientations et des objectifs de la ville. Comment on fait pour consolider le milieu bâti? Évidemment, c'est de prévoir dans les lots à construire, les lots à reconstruire, les lots vacants, des bâtiments qui desservent plusieurs usages, des usages aussi où on peut retrouver des usages mixtes. On parle d'une combinaison avec du résidentiel, des commerces, des bureaux, etc. Ce qui est important là, dans nos quartiers centraux. On parle aussi d'un partage de cases. Donc ici, c'est aussi une nouveauté, c'est que la même case qui est employée pour desservir des usages peut être louée pour d'autres activités dans les secteurs. On parle aussi que l'activité est associée, donc l'usage d'activités commerciales, la location de cases commerciales, pardon, est associée à d'autres activités qui sont exercées sur le lot. Et on ne veut pas avoir cet usage en activité principale, donc comme seul usage sur un lot. Et finalement, les cases en location sont en général, on peut dire en majorité, prescrites d'une façon à être aménagées là, en souterrain. Finalement, on a le tableau des étapes. Donc, aujourd'hui, 1er mai, Assemblée publique de consultation, qui sera suivie à partir de demain jusqu'au 8 mai par une consultation écrite sur le site Internet de la Ville de Québec. Donc, si vous avez des questions, des commentaires suite à la présentation de ce soir, vous pourrez également les inscrire là, en ligne. Par la suite aussi, il y aura des demandes d'opinion au conseil de quartier concerné. Donc, il y a 4 conseils de quartier qui sont concernés. Durant le mois de mai, on ira les consulter pour leur demander leur opinion. Puis finalement, l'adoption des règlements avec ou sans modification en juin et juillet prochain. Donc, c'est ce qui met fin à notre présentation sur les normes générales du stationnement. On est rendu là, à la période de questions et commentaires. Très bien, merci beaucoup, Madame Larose. Donc, pour la période de questions et commentaires, aux personnes qui sont en salle, si vous souhaitez poser une question, formuler un commentaire, je vous invite à vous présenter au micro ici à côté de la colonne afin que ça puisse être bien enregistré et que tout le monde puisse vous entendre à distance. D'ailleurs, j'en profite pour mentionner qu'on a 14 personnes qui sont en ligne. Pour les personnes qui sont en ligne, vous avez l'option d'utiliser l'outil Q et R en bas de votre écran pour écrire vos questions peut-être un peu plus techniques. Si vous souhaitez formuler un commentaire, je vous invite à utiliser le bouton pour lever la main afin que l'on puisse gérer les droits de parole en dessous. Donc, c'est un peu tout. Est-ce qu'il y avait justement des gens qui souhaitaient intervenir?
Est-ce que je dois me présenter avant? Oui, bien, s'il vous plaît, me dites à quel titre vous vous présentez, s'il vous plaît. D'accord. Donc, c'est Guy Boivin. J'habite dans le quartier Montcalm et je suis sur un sous-comité dans le quartier Montcalm. Et j'aurais 2 questions pour vous dans un premier temps avant de faire des commentaires. Très bien. Ma première question, c'est pourquoi sentez-vous le besoin aujourd'hui de contrôler les cases de stationnement d'une façon différente de ce que vous aviez avant? Et ensuite de ça, ma deuxième question, c'est que dans l'invitation qu'on avait reçue, c'était plus drastique, peut-être que je me trompe, c'est qu'on écrivait ici, le centre-ville est identifié comme l'un des secteurs où la ville souhaite consolider le bâti en interdisant notamment l'exploitation d'un stationnement de surface à des fins commerciales sur un terrain vacant, dans le même esprit, etc. Donc, c'était beaucoup plus limitatif que ce que vous nous présentez. Qu'est-ce que je dois avoir comme réaction? Merci. Très bien. Pierre, je peux commencer en début de réponse. Puis, dans le fond, ce qu'il faut comprendre avec l'invitation que vous avez, M. Boivin, c'est qu'il aurait fallu probablement ajouter en usage principal, dans le fond. Et donc, c'est ce qu'on vous a présenté comme modification. Donc, ce qu'on souhaite faire, c'est de venir l'interdire en usage principal parce que, et vous y avez fait référence, puis ça m'amène à votre première question. Dans le centre-ville, il y a peu de lots. On sait qu'il y a une pénurie de logements. On souhaite maximiser l'utilisation de ces lots-là à des fins résidentielles. Ça peut être aussi du commercial, de l'administratif. Puis, dans le fond, les cases de stationnement soient associées à des bâtiments qu'on viendrait construire en insertion, par exemple, sur des terrains vacants. Donc, je me réserve pour les commentaires. Non, c'est très bien. C'est exactement. Donc, je me réserve pour les commentaires tantôt. Non, allez-y, j'ai aucune main levée à distance, donc vous brisez la glace. Moi, ce que j'avais souligné suite à l'avis qu'on avait reçu, puis vous pourrez peut-être réagir suite à ce que vous voulez proposer, c'est que moi, j'avais consulté, surtout dans le secteur là, du Grand Théâtre, et puis les gens étaient dérangés par l'idée de priver les propriétaires de pouvoir faire des stationnements ou des postes de taxi, parce qu'on parlait aussi des postes de taxi, parce qu'on considérait que c'était prématuré par rapport au service qu'offre la ville actuellement. C'est que souvent, les locataires qui sont dans le centre-ville n'ont pas beaucoup de stationnement, donc sont heureux d'utiliser des stationnements privés qui sont même locatifs, alors que là, si je comprends bien, ça marcherait plus ou moins. En tout cas, c'est ce que j'ai cru comprendre. Donc, vous pourrez me corriger tantôt. Et ensuite de ça, les touristes, souvent, quand ils viennent, cherchent beaucoup de places de stationnement et la ville n'offre pas énormément de places pour les touristes proches, exemple, des auberges, des hôtels, etc. Et souvent, vous savez, vous autres même, quand on arrive dans une ville avec des valises, on cherche à être proche. OK? Et on se demandait aussi un petit peu pourquoi les stationnements extérieurs ne seraient pas valorisés en leur demandant d'être boisés. Ça donnerait en même temps des arbres pour le centre-ville. Donc, à chaque 5 places de stationnement, on demande un arbre. Donc, on pourrait, dans la réglementation, demander à ce qu'il y ait des arbres sur des terrains de surface. Vous avez appelé ça des stationnements de surface. J'achève. Actuellement, vous avez parlé du transport en commun et le transport en commun, malheureusement, n'est pas très bon actuellement, surtout là avec les travaux, mais c'est pas le transport en commun n'est pas encore assez développé. Donc, c'est comme si le règlement était prématuré par rapport au développement de la ville. C'est comme si vous alliez trop vite par rapport à ce qu'offre la ville. La ville n'offre rien. Donc, quand on enlève des choses, on se retrouve avec rien. Donc, c'est un petit peu ça qui fait peur. Et pour conclure, ce que je trouve intéressant, moi, c'est que vous avez parfois des stationnements extérieurs qui sont à étage, mais qui peuvent avoir une belle apparence. Donc, à ce moment-là, ce serait de demander à la commission d'urbanisme de voir à ce que les stationnements extérieurs étagés aient une apparence qui soit harmonieuse avec le reste. Donc, je vous laisse me répondre. Merci, M. Boivin, mais je comprends bien la logique derrière. Au lieu de cette modification-là, pourquoi pas faire les stationnements plus beaux? Si on avait à résumer un peu,
Marie-Pierre, veux-tu expliquer un peu comment fonctionnerait peut-être l'usage associé? Oui, La je mise en- peux vous donner des éléments de réponse, peut-être un peu en vrac selon vos commentaires. Pour le commentaire sur les arbres, c'est une belle proposition. On va noter dans notre rapport de consultation publique. C'est sûr que c'est intéressant là, de planter des arbres, oui, au lieu d'avoir des stationnements de... Une seule parenthèse Oui. pour les stationnements boisés, c'est que quand vous étudiez les stationnements boisés, ça n'enlève aucune place de stationnement. D'accord? Ça a été pour... Merci. Ce que je veux vous mettre porter à votre attention, c'est que lorsqu'on fait une norme au niveau du règlement de zonage, premièrement, c'est une norme commune à l'ensemble de la zone. Donc, par exemple, les cases qui sont à l'extérieur, il y a des gens qui peuvent nous dire, ah ben, ce serait intéressant aussi de faire le partage des cases. Oui, sauf que puisque le règlement de zonage fait en sorte que c'est la même norme qui s'applique, donc elle va s'appliquer autant aux cases qui sont déjà existantes qu'aux cases des projets, des futurs projets. Donc, évidemment, quand on change les normes au niveau du règlement de zonage, on le fait pour pas nécessairement quelques mois, hein, c'est plusieurs années. Donc, les orientations qu'on traduit aujourd'hui dans notre révision, c'est pour les prochaines années, évidemment, où la ville elle veut aller avec ses espaces de stationnement. Si on avait un nouveau projet qui arriverait dans nos cartons, bien évidemment, on préférait qu'il y ait des cases en location, mais d'une manière souterraine, qu'avoir des cases de surface. Et là, je veux juste vous spécifier qu'on parle toujours des cases en location commerciale. On ne parle pas des cases là, qui doivent être aménagées pour desservir un usage. Donc, peu importe le projet, s'il est implanté, il peut avoir ses cases, mais on parle des cases là, qui peuvent être louées à différentes clientèles. Oh, non, excuse-moi. Non, allez-y, allez-y. Dans le fond, on vient faciliter la mutualisation, si je peux me permettre, des cases de stationnement. Ce qu'on dit par contre, c'est que pour les futures cases à venir, parce que je ne me rappelle plus si on l'a mentionné, mais c'est sûr que ce qui existe déjà, M. Moivin, est en droits acquis. Hein. Donc, on vient, c'est pour les futurs projets. Puis, on l'entend bien ce que vous dites, ce qu'on dit, c'est qu'on ne veut plus qu'il n'y ait plus de stationnement. On veut préférablement qu'il soit associé à un autre usage et en souterrain parce que, considérant justement, puis on parle de la zone surtout de Cap-aux-Diamants, là, comme vous avez vu. Donc, parce que dans une optique de densification et tout ça, bien, on veut maximiser l'usage des lots vacants. L'autre chose que je voulais ajouter, je pense que considérant aussi la portée de ce qui est présenté aujourd'hui, qui est essentiellement limité au district de Cap-aux-Diamants, je pense qu'on peut dire que dans Cap-aux-Diamants, on est quand même le district avec la meilleure desserte de transport en commun dans toute la ville de Québec, avec la quantité de métrobus qui nous desservent. Donc, il faut bien comprendre la portée aujourd'hui du territoire géographique qui est touché par les modifications là, qui ont été présentées par Marie-Pierre et Jérôme. Très bien, on va poursuivre avec des questions qui ont été posées par écrit. Madame Saint-Pierre, pourriez-vous faire la lecture des deux ou les questions que nous avons reçues? Oui, merci Daniel. Pour le moment, nous avons une première question de Madame Marie Langlois qui mentionne « Bonsoir, pouvez-vous me dire s'il va y avoir des modifications au stationnement des halles quartier dans le quartier de Montcalm puisqu'il y a un stationnement extérieur et intérieur? » Oui, Marie-Pierre? Oui, je vais répondre. Alors, effectivement, qu'on fait des modifications au zonage, comme ici, quand on vient, vous voyez la rue Cartier, peut-être, oui, voilà. Donc, la rue Cartier était du C30, donc on pouvait faire le seul usage sur le lot d'une façon intérieure, et on vient proposer un usage associé souterrain. Donc, évidemment, les cases qui sont à l'extérieur, mais on parle des cases qui étaient déjà en droits acquis, puisque auparavant, les cases étaient prescrites d'une façon intérieure. Donc, ces cases vont conserver leurs droits acquis, évidemment, mais dans la zone, pour les futurs projets, s'il y a des futurs projets ou des reconstructions, bien, si on veut avoir l'allocation de cases, ils devront être aménagés d'une façon souterraine. Très bien, merci beaucoup, Madame Langlois. Nous avons également une main levée, donc j'inviterai ma collègue à donner le droit de parole à Francis Pelletier, s'il vous plaît. Oui, absolument. Alors, M. Pelletier, j'active votre micro. Vous pouvez prendre la parole. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? On vous entend très bien. Parfait.
Ma question est la suivante. Lors de la présentation, vous avez mentionné que la réglementation en vigueur datait de plus de 13 ans, je suppose, autour de 2010. Est-ce que c'est bien ça? En fait, c'est le règlement, là, les règlements qui ont été adoptés, qui sont modifiés en fait là, par les projets de modification réglementaire aujourd'hui, sont en vigueur depuis 2009 et 2010. Comme j'ai mentionné, ils ont été modifiés ponctuellement là, au fil des années là, pour s'adapter aux nouvelles orientations puis à l'évolution de la ville, là. Excellent. Alors, quelle est l'urgence actuelle de procéder à ce changement réglementaire? Je peux commencer en début de réponse. Il n'y a pas d'urgence, M. Pelletier. Toutefois, vous avez vu que justement les règlements au niveau du zonage dont Marie-Pierre a fait référence, certains dataient de 2009, d'autres de 2010. Donc, depuis, la vision de l'aménagement au niveau de la ville a quand même beaucoup évolué. Même que sous peu, on va devoir commencer à plancher sur un nouveau plan d'urbanisme de la ville. Donc, la vision de l'aménagement, la vision de l'urbanisme, la façon de concevoir nos villes a beaucoup évolué dans les 13-14 dernières années. Donc, le règlement est donc modifié de façon à refléter, notamment si vous allez voir dans le PPU, colline parlementaire, vous allez voir c'est quoi nos objectifs en matière d'aménagement, de construction, la vision pour ce secteur-là, où on veut justement, identifier, mais avoir un cadre bâti harmonisé. Donc, je ne l'ai pas sous la main, là, je ne peux pas vous le lire. Donc, c'est vraiment pour venir refléter cette vision-là en matière d'aménagement et d'urbanisme qu'on vient proposer les modifications réglementaires pour que les usages de stationnement commerciaux ne soient plus en usage principal, mais associés à un autre usage. Parfait, merci. Si je continue dans le même sens de ce que vous dites, il y a un PPU qui serait probablement à prévoir prochainement. Et alors, pourquoi un prochain, vous dites que vous allez vous pencher sur une prochaine réglementation. Alors, pourquoi aujourd'hui, depuis le début des 3 derniers mois, il y a une urgence d'agir sur ce changement réglementaire-là? Est-ce que ça ne serait pas associé à une demande de permis de construction? Puis, je ne veux rien insinuer, mais pourquoi il y a une urgence dans les 3-4 derniers mois là, que tout doit être fait dans l'immédiat et non pas attendre à la prochaine future PPU là, qui va sortir selon vos paroles dans les prochaines années? Je ne connais pas l'agenda de la ville, mais est-ce qu'on fait tout ça pour rien? Non? Est-ce qu'il y a-tu un... Je peux peut-être vous répondre, M. Pelletier. En fait, Mme Coulombe-Leduc l'a dit, là, il y a des règlements qui datent de plusieurs années. Vous avez raison, 13 ans. Mais depuis quelques années, donc c'est des documents récents, on a eu des nouveaux documents de planification, comme par exemple la vision de l'habitation, la stratégie de développement durable. C'est des nouveaux documents qui ont été adoptés, là je ne veux pas me tromper, peut-être 2020-2021. Et dans ces documents, on mettait de l'avant certaines orientations qu'on vous a parlé dans le fond, là, dans la présentation. C'est sûr qu'une analyse, une révision des normes comme ça prend quand même un certain temps là, avant que ça se fasse, mais on l'a fait aujourd'hui pour s'arrimer aux normes, notamment de ces nouveaux documents, dans le fond de la ville. Voilà. Très bien. Monsieur Pelletier, il vous reste quelques secondes. Est-ce que vous aviez autre chose à demander? Pourquoi ne pas prévoir une refonte du PPU en fonction de ces nouveaux critères-là au lieu d'aller en changement réglementaire comme ça? C'est ça ma question. J'ai l'impression vous allez vous retomber à la table à dessin dans une couple d'années, puis c'est qu'actuellement, ce qu'on fait, on le fait pour une raison précise, non pas pour la globalité de la chose et la vision de la ville, mais beaucoup plus sur des secteurs précis, très pointilleux. Puis ça me rappelle certaines choses que la ville a faites par le passé sur des terrains spécifiques. Donc, j'ai l'impression qu'on a beaucoup de spécificité dans ce que vous êtes en train de faire. Et non pas de globalité. Monsieur Pelletier, c'est assez fréquent qu'on ouvre des PPU pour faire des modifications de manière générale comme ça. On ouvre souvent les autres PPU aussi pour faire certaines modifications. Donc, c'est pour refléter justement l'évolution de la façon d'aménager la ville, l'urbanisme. Donc, un PPU, c'est pas coulé dans le béton. Ça peut aussi évoluer. Puis, c'est dans cette perspective-là qu'on propose les modifications réglementaires de ce soir.
Très bien. Merci. Oui. Je peux peut-être juste ajouter, si vous me permettez, qu'en fait, c'est sûr que le territoire du PPU est visé, mais il y a aussi plusieurs autres zones du quartier qui avaient des similitudes et qu'on voulait aussi s'assurer d'être avec les orientations des plus récents documents. Donc, on parle ici des quartiers Vieux-Québec et on fera aussi d'autres analyses, peut-être dans d'autres quartiers. S'il y a des éléments qui ressortent, on fera aussi des consultations là, publiques pour toujours s'aligner avec nos documents de planification. Très bien, merci. Nous n'avons pas d'autres questions en salle. Madame Saint-Pierre, est-ce que nous avons quelqu'un Oui. en ligne? Oui, nous avons M. Lessard qui a levé la main. Donc, M. Louis Lessard, je vais activer votre micro. Nous vous écoutons. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Ma question, ou plutôt une précision, est la suivante. En passant, je suis le propriétaire du 530. Alors, c'est moi qui ai proposé ce magnifique projet intégré aux réalités de la Ville de Québec d'aujourd'hui, selon nous. Mais ce que je viens de comprendre, c'est que vous nous dites que les voisins ou que les autres propriétés déjà bâties conservent le 530. Ils ont un droit acquis, ils ont le zonage C30. Ils ont un droit acquis. C'est-tu bien ça que j'ai compris? C'est ma première question. Non. En fait, je vais vous répondre, là, puis vous me dites si je ne vous réponds pas à votre bonne question. En fait, ce qu'on vient proposer, c'est que le C30, puis on peut remettre la carte. Vous voyez, dans le territoire du PPU, les zones en jaune, c'est celles qui ont actuellement à leur grille de spécification l'usage C30 qui est autorisé. Donc, ce qu'on vient de faire, c'est que dans la carte, la deuxième carte, dans les modifications proposées, donc, vous voyez, il n'y a plus de jaune, il n'y a plus de C30 comme seul usage unique sur le lot d'une façon intérieure. Ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a mis dans les endroits en usage principal ou qui étaient déjà exercés, mais juste d'une manière souterraine. Donc, c'est des cases souterraines qui, eux, ont leur usage C30, mais l'ensemble des autres zones, les propositions, c'est les mêmes. Dans le fond, les mêmes propositions là, pour l'ensemble du secteur PPU et Vieux-Québec. Donc, c'est l'usage associé, le violet foncé que vous voyez, mais d'une façon souterraine. Je sais pas si mais ma question, plus précisément, si vous voulez, ce que j'ai compris, c'est que ceux qui l'ont déjà, le C30, ils ne le perdent pas. Bien, ça, c'est toujours, quand on fait des modifications réglementaires, à chaque fois qu'on modifie une norme dans une grille de spécification, c'est le régime des droits acquis qui s'applique. C'est toujours comme ça. Donc, à chaque fois qu'on modifie quelque chose, quelqu'un qui exerce déjà un usage, une norme, bien évidemment, il va avoir des droits acquis jusqu'à temps qu'il cesse là, son usage. C'est comme ça que ça fonctionne dans le règlement de zonage. Ben, sur mon terrain, là, je respecte la grille, j'avais un usage, j'avais un droit acquis. Pourquoi vous me l'enlevez? Il faut l'exercer. Pourquoi les autres le conservent puis que moi, je le perds? Monsieur Lessard, il faut l'exercer. C'est ça le mot-clé dans ce que Marie-Pierre a mentionné. Il faut l'exercer. Quand le permis est déposé avec des 3D couleurs qui respectent à peu près toutes les spécifications ainsi que celles du CCEQ, parce qu'on a repris ce qu'on avait appris dans le temps, et vous le savez, vous y étiez, pourquoi me retirer l'usage spécifiquement à moi? Dans le fond, votre règlement puis votre modification vise uniquement mon projet. C'est carrément, selon moi, du spot zoning. C'est comme ça que ça s'appelle. Alors, c'est triste. Je pense que la carte à l'écran démontre qu'on n'est plus dans le... Il y a quand même une grande surface qui est visée par la modification réglementaire et à cette étape-ci, on n'est pas en mesure de commenter sur un cas précis, notamment son historique, je crois. Je comprends que j'avais un droit, je comprends que j'avais les spécifications dans la grille. Et selon moi, j'étais le seul projet qui était prêt à aboutir et prêt à le faire. Alors, je comprends que ça a été fait spécifiquement pour mon projet. Bien, écoutez, M. Lessard, c'est votre compréhension. Je pense que la carte à l'écran démontre qu'on vise à peu près tout le district du Cap-aux-Diamants et on déborde aussi même un peu dans Saint-Roch, Saint-Sauveur, puis dans Vanier, comme les collègues l'ont présenté tantôt. Donc, en ce qui concerne votre projet, bien, moi, je vous invite là, à poursuivre les discussions que vous avez déjà avec nos instances. Merci beaucoup. On avait une question en salle. Monsieur Boivin, vous pouvez vous présenter au micro, s'il vous plaît. Donc, j'aurais 4 questions précises. D'accord.
Ma première question, c'est juste pour comprendre, si vous avez, exemple, un incendie, donc la bâtisse n'existe plus, à ce moment-là, est-ce que vous obligez un stationnement souterrain ou votre droit acquis vous permet de maintenir la situation actuelle? Est-ce que je vous pose tout de suite les autres questions? Je pense qu'on va y aller une Ouais. par une, ça va être plus simple. Sinon, on va oublier. Là. Droits acquis, ça dépend. Il y a différents types de droits acquis là, selon la zone. C'est un peu complexe. Mais théoriquement, quand le bâtiment est éteint et l'usage serait éteint, ben, l'usage disparaîtrait. Mais là, on parle toujours là, du stationnement commercial. Donc, si vous avez en tête, par exemple, un bâtiment avec certains usages, puis ils ont des cases pour ces usages-là, là, on parle pas de ces cases-là. Ces cases-là sont toujours autorisées comme ils étaient avant. On parle seulement des stationnements qu'on loue à différentes clientèles, donc des stationnements commerciaux. Comme usage principal, parce que Oui. le bâtiment, d'après ma compréhension, pourrait être reconstruit, avoir des cases pour son usage principal qui serait commercial et quand même louer commercialement ces cases-là, mais les cases qui étaient prévues pour l'usage principal. Tout à fait. Je me comprends? Oui. Je ne sais pas si c'est clair pour vous, monsieur. Oui. Oui. Ensuite, vous parliez au début que le règlement était général pour la ville. Donc, quand vous dites que vous allez le limiter au Vieux-Québec ou au Cap-Blanc, de quelle façon vous allez procéder? En fait, c'est le règlement d'harmonisation sur l'urbanisme est un règlement qui s'applique à l'ensemble du territoire de la ville, mais les modifications aux spécifications particulières qui sont proposées sont présentes seulement dans des zones qui sont dans le secteur du Vieux-Québec et les quelques quartiers centraux là, comme Vanier et Saint-Roch. Donc, c'est pour ça qu'on vient dire que la modification en tant que telle concerne ces secteurs spécifiquement-là, puisque ce sont eux, à ce jour, qui possèdent les articles spécifiques visés dans leur grille de spécification. Mais ce n'est pas spécifié dans le règlement? Je vais vous donner un exemple. Si on est à Sainte-Foy, on n'a pas l'article en usage associé. Il y a beaucoup d'arrondissements qui ne l'ont pas dans leur grille de spécification. Ce n'est pas inscrit. Donc, si, par exemple, on voudrait l'ajouter parce qu'on fait des modifications ponctuelles et on veut l'ajouter dans la grille, bien évidemment, si on change des choses du règlement cadre, là, on a dit que la même case, on pouvait la partager, bien, ça va être le même régime qui va s'appliquer dans l'arrondissement Sainte-Foy. C'est pour ça qu'on dit que la portée est sur la ville, mais c'est pour les prochains projets aussi. Parce qu'actuellement, ces normes-là existent que dans le district de Cap-au-Diamant. Et vous n'avez pas l'intention d'élargir au reste de la ville ces règles? Ce n'est pas dans les modifications actuelles. Si on va le faire, peut-être un jour, je ne peux pas vous dire aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire dans les prochaines années. Merci. Donc, qu'est-ce que vous faites avec un terrain étroit? On sait que dans le Vieux-Québec, c'est quand même assez étroit, surtout quand vous voulez demander un stationnement souterrain. Donc, ça demande toute une logistique particulière. J'aimerais comprendre. En fait, c'est vraiment pour les cases qui sont louées. S'il n'y a pas la place pour faire du stationnement commercial, on peut avoir nos cases qui desservent les usages. Il y a différents cas, différents projets, des gens qui veulent exempter même leur case de stationnement. Il y a vraiment différentes possibilités pour différents projets. C'est vraiment du cas par cas. Mais si ce n'est pas possible, le stationnement commercial, c'est comme on peut être vu comme un privilège. On n'est pas obligé de louer nos cases. C'est vraiment si on a la volonté et la capacité de le faire. Et ma dernière question pour l'instant, c'est que est-ce que ça entre dans l'esprit de la densification des quartiers centraux? Oui, tout à fait, M. Boivin. Puis peut-être en complément à votre question là, de les lots étroits dans le Vieux-Québec, si c'est pour bâtir un triplex, puis que je veux que dans les quartiers centraux, c'est une case de stationnement par 2 unités de logement dans le fond qu'il faut faire comme ratio, et puis que j'ai les cases qu'il faut pour mes 3, mais que l'intention n'est pas de les louer aussi pour en faire de l'argent. Je peux tout à fait avoir mes cases de stationnement de surface à l'arrière de mon triplex. Là. Fait que je veux juste être claire, le C30, c'est vraiment des stationnements dans le but de le louer à d'autres types d'usagers, à faire des usages commerciaux de ces stationnements-là et non pour usage personnel en lien avec mon unité d'habitation. Ça voudrait donc dire que votre bloc avec 3 stationnements, si le locataire décide de louer sa place, vous allez avoir un contrôle? Là-dessus, le locataire ne pourrait pas louer sa place parce qu'il n'y a pas l'exception 196.0.1. Donc, il ne pourrait pas techniquement louer. Merci. Merci pour vos questions et merci pour les précisions.
Très bien. Nous avons une main levée en ligne. Il s'agit de William Newman. Je vais vous donner l'autorisation de prendre la parole. Monsieur Newman, vous pouvez ouvrir votre micro maintenant. Oui, oui, bonjour, vous m'entendez? Très bien. Très bien. Est-ce que vous pouvez projeter le plan que vous aviez tout à l'heure? Oui, un moment. Celui-ci? Oui, Est-ce que vous l'avez à l'écran? les deux points verts, je ne suis pas très bien, pas très bon là-dedans, là, mais je comprends que les deux points verts qui sont là, c'est proche du fleuve, ça? Oui, exactement. C'est situé au Cap-Blanc. OK. Et j'ai compris de votre récit là, que c'était des stationnements qui étaient très appréciés par les citoyens. En fait, ici, on voit la situation actuelle, la carte de la situation actuelle. C'est des zones, vous voyez, c'est encerclé par des lignes noires. Donc, c'est deux zones qui ont comme usage, comme activité seulement du stationnement extérieur. C'est déjà comme ça à l'heure actuelle. C'est des petites zones. Donc, il n'y a pas d'autres possibilités là, de faire d'autres usages sur d'autres lots. C'est deux lots qui offrent cette activité. Et dans la modification proposée, en fait, c'est le statu quo pour ces deux lots-là. Donc, en fait, c'est deux stationnements en usage principal, donc C30. Voilà. Donc, on a les deux mêmes lots là, sur la carte des modifications proposées. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Oui. Est-ce que je me trompe si je vous dis que ces deux lots-là appartiennent directement ou indirectement à des organes de la Ville de Québec, soit la Commission capitale nationale ou autrement? Là, je ne peux pas vous dire. Je ne peux pas vous répondre, M. Noonan. On n'a pas l'information, malheureusement. Si je vous dis que c'est le cas, que ça appartient indirectement à la Ville de Québec. Bien, la Commission de la capitale nationale, ce n'est pas une instance de la Ville, c'est une instance du gouvernement du Québec. Hein. Alors, je comprends que si ces stationnements-là ont un sinistre et ils brûlent, ils vont quand même bénéficier du C30. C'est ça qu'on comprend? En fait, si les stationnements, théoriquement, s'éteignent, si l'usage s'éteint, ici, dans les modifications proposées, l'usage C30, vous le voyez, là. Donc, l'usage, oui, il va pouvoir être fait pour les deux lots que vous voyez à l'écran. Mais juste donc, ces deux lots-là vont demeurer C30 toujours, même s'ils ne les utilisent plus. Ben, en fait, ils vont pouvoir, là, c'est des suppositions. On pourrait avoir des nouveaux projets, par exemple, sur ces lots-là, mais il faudrait aller en modification du zonage parce que, comme je dis, actuellement, dans cette grille de spécification, le seul usage qui est autorisé dans cette grille, c'est cet usage-là. Mais là, on est dans l'hypothétique pas mal. Donc, la journée où il ne serait plus utilisé, on pourrait s'en reparler puis regarder quel meilleur usage qui pourrait être fait de ces lieux-là. Ce n'est pas le cas actuellement. Mais je comprends très bien, mais ce que je comprends, que ces deux petits points verts-là sont C30 puis ils vont le demeurer. Ils exercent actuellement cet usage-là. Donc, l'usage, il est déjà exercé. Non, mais tantôt, vous avez dit que les autres places qui bénéficient d'un droit acquis vont continuer à bénéficier du droit acquis. Je comprends que les deux points verts, eux autres, ils demeurent C30. Parce qu'ils l'exercent déjà. C'est ce que Marie-Pierre a dit. Non, vous avez dit tout à l'heure que les places où ils l'exercent bénéficient d'un droit acquis. Donc, le règlement change en regard avec ces lots-là, mais ils bénéficient d'un droit acquis. Pour les deux petits points verts, eux autres, ils demeurent C30, n'est-ce pas? On doit vérifier. Mais c'est la même chose. Mais je pense que vous dites... Madame, ce n'est pas la même chose. De bénéficier d'un droit acquis, c'est puis avec le règlement qui change, c'est une chose. Que notre terrain demeure C30, c'est une autre affaire complètement. Là. Il ne faudrait pas rire de nous autres. Là. Dans la mesure où cet usage-là, il est déjà exercé, c'est effectivement, on est en zone de droits acquis. Dans la mesure où il est déjà exercé, ce qui est le cas actuellement pour les deux zones. Bien, en fait, juste pour spécifier, là, juste, on va recommencer. Les deux zones que vous voyez, les rectangles en vert,
aujourd'hui, dans la grille de spécification, l'usage qui est autorisé, c'est du C30, usage principal de surface. C'est ça qui est autorisé aujourd'hui dans la carte là, que vous voyez à gauche. Et modification proposée, ce qu'on dit, c'est le statu quo. Donc, dans la grille de spécification, c'est encore du C30 à l'extérieur. Donc, il n'y a pas de modification pour ces lots-là. On n'ajoute pas non plus des usages, on ne le retire pas parce que dans ces grilles-là, on ne peut pas faire d'autres usages. C'est le seul usage qui est autorisé et qui était autorisé là, auparavant. Je ne sais pas si vous me suivez ou vous comprenez ce que je veux dire. Bien, je pense qu'on avait fait le tour de cet exemple-là, puis il y avait une information, je pense qu'on vérifie, on reviendra au besoin. On avait quelqu'un en salle qui souhaitait prendre la parole. Merci de vous nommer et de nous dire à quel titre vous prenez la parole. Oui, Loïc Lessard, je suis propriétaire du 530 Grande Allée aussi. Merci. Je voulais savoir, est-ce que vous avez eu d'autres demandes pour des projets de stationnement ou pour des comme le nôtre, comme on a demandé en octobre dernier, entre-temps? C'est sûr que les demandes de permis, premièrement, on n'est pas au courant là, des demandes de permis. Mais Mme Coulombe-Leduc est au courant. Pas mal sûr. Je peux pas. Des demandes de permis, on ne peut pas divulguer les demandes de permis. Les demandes de permis, ça reste privé tant que le permis n'est pas émis. Donc, je ne suis pas en mesure de répondre à votre question. Vous l'avez divulgué publiquement en décembre dernier, la nôtre, mais vous êtes auto-divulgué, je pense. Bon, on a dit Encore la une vérité, fois. mais bon, je comprends votre non-réponse. J'ai une autre question. Y a-t-il une étude pour que la Ville implante une norme globalement comme ça sur un grand territoire? Y a-t-il une étude qui a été faite pour les besoins en stationnement futur ou... Oui, on va vous montrer. On a une diapo qu'on peut vous partager si vous voulez. Là, il y a eu évidemment une étude sur les taux d'occupation, si on peut dire, des stationnements, des espaces. Je vais laisser mon collègue. Effectivement, c'est des données qui datent de 2019 et qui proviennent de l'enquête origine-destination ainsi que de notre partenaire, le SPAQ. Et ces données-là montrent l'achalandage, en fait, des stationnements tarifés dans le secteur visé à l'année 2019. On voit la ligne en pointillé, c'est la moyenne d'occupation. En fait, ce n'est pas en pourcentage, c'est vraiment en nombre total de cases disponibles. Et on voit que même en semaine, là, dans les heures de pointe, l'occupation dépasse rarement le 80 %, même en période maximale. Et même l'étude nous montre là, que généralement, il y a une case sur 4 de disponible dans ce secteur-là. Mais ça, c'est une étude 2019. Il n'y a pas d'étude à dire dans le futur, les besoins, on prévoit qu'ils vont être X ou Y, non? Il n'y a pas d'autres études que celle-ci, qui a été faite là, avant la pandémie. C'est ça. Okay. Il n'y a pas d'autres questions, merci. Merci beaucoup. Donc, je vois en ligne, on a M. Francis Pelletier qui a levé la main à nouveau pour un deuxième droit de parole. Je vais vous permettre de parler. Petite question sur la définition du mot exercer. Là, tantôt, je sais qu'on a beaucoup, quand il est clou sur ce mot-là, de dire un C30 en exercice. Moi, j'ai un stationnement et je loue, j'ai 10 cases de parking, j'en loue 2. J'en comprends que je suis en exercice. Donc, je garde mon C30 malgré votre changement actuel. C'est bien ça? En fait, il y a plusieurs éléments. Est-ce que c'était autorisé? Est-ce que vous aviez un permis? Si vous aviez un permis et que vous faites déjà de la location commerciale, il y a plusieurs variables à prendre en compte, mais quelqu'un qui loue ses cases d'une façon commerciale, déjà, avant la réglementation, ben oui, il peut avoir un droit acquis. C'est comme la règle là, au niveau du règlement de zonage. Merci. Ça répond à ma question. Très bien. Je n'ai pas d'autres mains levées. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui auraient besoin d'un deuxième droit de parole? De mon côté, Daniel, nous avons 15 spectateurs encore avec nous. Là, je confirme qu'il n'y a pas de questions ouvertes. Très bien. Donc, je comprends qu'il n'y a pas d'autres personnes qui souhaitent participer dans l'immédiat. J'en profite d'ailleurs pour mentionner que la consultation se poursuit une semaine par écrit. Donc, il est possible, sur la page sur laquelle vous êtes inscrit, il est possible de participer maintenant avec un formulaire pour nous laisser une question et nous serons en mesure d'y répondre. Donc, les questions sont partagées aux conseillers en urbanisme qui travaillent sur le dossier. Ils pourront partager une réponse. Le commentaire et les réponses seront joints au rapport de consultation. De plus, nous partons en tournée. Donc, nous allons
La semaine prochaine, dans une semaine, nous serons théoriquement au Conseil de quartier du Vieux-Québec et vers la fin du mois, nous allons poursuivre avec Saint-Jean-Baptiste, Montcalm et Saint-Roch. Donc, tout est sur la même page de la consultation publique qui va rester attachée à la page d'accueil des consultations afin de pouvoir les voir et y participer. Donc, Madame Coulombe-Leduc, je vous laisse le mot de la fin. Ben, écoutez, simplement remercier. D'abord, vous remercier, messieurs, dames. Hélène aussi en ligne, merci beaucoup. Puis remercier les gens en salle et les gens en ligne là, qui se sont branchés ce soir pour obtenir plus d'informations sur les modifications réglementaires qu'on propose. Donc, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires en ligne. Et puis, merci beaucoup. Merci.